Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un film culte, d'un film injustement boudé à sa sortie, d'un film qui mérite d'être réhabilité, d'un film problématique oui, mais aux allures de chef-d'œuvre. Star Trek, The Motion Picture. Mise à feu, monsieur Sulu. En avant toutes. Star Trek, The Motion Picture. Mais avant de nous propulser au fin fond de l'espace à bord de l'Enterprise, je voulais juste prévenir que je ne suis pas un grand fan de Star Trek. Néanmoins, j'ai vu pas mal d'épisodes de la série originale des années 60 et j'ai vu tous les longs métrages, tous les films Star Trek jusqu'au dernier sorti en 2016. Donc, je ne connais pas tout, je ne suis pas un Trekkie comme on dit, mais j'ai toujours été attiré malgré tout par l'univers de Star Trek. J'adore l'atmosphère, l'intérieur des vaisseaux, j'adore cette idée de suivre des explorateurs à travers l'espace comme on suivrait l'équipage d'un navire en pleine mer. J'adore les interrogations philosophiques soulevées par certaines histoires qui reflètent les questionnements de notre civilisation. J'adore la musique, les personnages. Bref, j'aime cet univers et jusqu'à il y a quelques années, mon Star Trek préféré était celui de J.J. Abrams, sorti en 2009 parce qu'il était finalement le film le plus abordable, le plus facile d'accès grâce à un rendu spectaculaire, un rythme dynamique et une histoire incarnée par des personnages plus nerveux et plus émotifs que d'habitude, avec lesquels il était plus facile de s'identifier, je trouve. Pourtant, au fil des années, mon avis n'a pas arrêté d'évoluer, et le film de la saga qui me revenait toujours en tête, qui ne me lâchait pas et qui me semblait être le plus intéressant, c'était Star Trek The Motion Picture réalisé par Robert Wise. Je revenais toujours à ce film-là, mais pourquoi ? The wait is over. Je sais que la majorité des fans de Star Trek considèrent les films de J.J. Abrams comme un écart, voire une trahison du véritable esprit de la série. Mais Star Trek The Motion Picture n'est pas non plus considéré comme l'un des meilleurs films dans le cœur des fans. C'est évidemment Star Trek 2, La colère de Khan, qui est souvent cité comme le meilleur opus de toute la saga. Considéré par beaucoup comme le parrain 2 de Star Trek, l'Empire contre-attaque de Star Trek, le Dark Knight de Star Trek, le Men in Black 2 de Star Trek. Ouais bon ça marche pas. Bref, vous avez compris. Star Trek 2, La colère de Khan est très bien, il a un très bon antagoniste, bien charismatique, le rapport entre les personnages est intéressant, l'aventure est bien menée, mais il n'a pas selon moi la même ampleur, la même profondeur thématique, ni la même élégance dans la mise en scène que Star Trek The Motion Picture. J'ai acheté le coffret 4K regroupant les 4 premiers films, mais quelques mois plus tard, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter à nouveau le premier film, mais dans sa version Director's Cut, avec une version plus longue, un meilleur montage et des effets spéciaux retravaillés qui rendent vraiment justice à la vision initiale du réalisateur. Je vais donc tenter de vous expliquer pourquoi ce film, même imparfait, est à mes yeux le meilleur film de toute la saga Star Trek, de tout l'univers de l'espace et du cosmos. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Oui, avant que le film atteigne le grand écran, ça n'a pas été simple puisque la production est connue pour avoir été très chaotique et le résultat aurait pu être une véritable catastrophe si à la barre il n'y avait pas eu un vétéran du métier, à savoir le réalisateur Robert Wise, qui a dû composer avec bon nombre de contraintes comme le désaccord de Leonard Nimoy pour reprendre son rôle de Spock à moins d'un dédommagement financier concernant un vieux contentieux, un scénario sans fin définitive, s'écrivant encore sur le plateau, et l'éviction d'une société d'effets spéciaux dont le travail fut jeté à la poubelle avant d'être remplacé par Douglas Trumbull et John Dykstra. Un enchaînement de galères qui repoussait sans cesse la fin du tournage, augmentant les coûts de production, et je ne vous parle même pas de toutes les années de développement qui avaient précédé tout ça et avaient déjà bien fait gonfler l'enveloppe avec tous les auteurs et les projets de script qui se sont succédés et se sont fait rejeter par le studio, transformant même à un moment donné l'idée du long métrage en une nouvelle série télé qui aurait dû s'appeler Star Trek Phase 2. Mais en 1977, un petit film de science-fiction se passant dans une galaxie lointaine, très lointaine, vient casser la baraque et la Paramount se dit que là, ça y est, cette fois, il faut y aller et profiter de l'effet Star Wars pour surfer sur le succès de la science-fiction au cinéma. Malgré tous les enjeux et toute la pression, le long métrage a heureusement pu bénéficier d'un grand réalisateur comme Robert Wise, peut-être le plus prestigieux de toute la saga Star Trek. Il n'est pas particulièrement fan ou même familier de la série télé, mais son expérience et sa capacité à maîtriser tous les genres cinématographiques lui auront permis de mener à bon port la production d'un tel film. En effet, Robert Wise est un cinéaste à la filmographie impressionnante de par sa diversité, puisqu'on y trouve quasiment tous les genres de films, du péplum, des westerns, des comédies, de la science-fiction comme Le jour où la Terre s'arrêta, en passant par la comédie musicale West Side Story.
un réalisateur capable de naviguer entre des styles très différents avec virtuosité, alors pourquoi pas l'adaptation sur grand écran de la série Star Trek. C'est d'ailleurs la première fois qu'une série télé est adaptée pour le cinéma. Donc, en faisant ce film, toute l'équipe avançait vers l'inconnu. Avec un total de 44 millions de dollars de budget, soit 4 fois plus que le budget de la Guerre des Étoiles, Star Trek The Motion Picture sort enfin dans la douleur et dans l'urgence au cinéma à la fin de l'année 1979. This is the return of Captain Kirk, Mr. Spock, Dr. McCoy, Scotty, and joining them on their mission, Commander Will Decker and Navigator Ilea. Le film rapporte dans le monde environ 140 millions de dollars. Un score honorable, mais un peu décevant pour la Paramount qui misait sur des recettes beaucoup plus conséquentes au vu de la teneur du projet. Les critiques ne sont pas très bonnes. Les avis négatifs mettent en cause un film au rythme trop lent, sans réel antagoniste et avec une intrigue confuse. Heureusement que le public était au rendez-vous pour sauver les meubles et montrer assez d'enthousiasme pour encourager la mise en chantier d'autres suites. The human adventure is just beginning. Pourtant, malgré tous les défauts qu'on peut lui trouver, avec le temps je considère cet opus comme le film le plus intéressant de toute la saga. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Mais d'abord, résumons rapidement de quoi parle Star Trek The Motion Picture. L'espace, l'ultime frontière. Le vaisseau Discovery s'apprête à rejoindre Jupiter quand... Ah merde, je me suis trompé de film. L'espace, l'ultime frontière. Un étrange nuage cosmique anéantissant tout sur son passage se dirige tout droit vers la Terre. Le capitaine Kirk et l'équipage de l'Enterprise sont chargés d'aller à la rencontre de cette entité extraterrestre afin d'enrayer le danger le plus vite possible. Et quand je dis vite, c'est une façon de parler, parce que c'est pas du tout le projet du film d'aller vite. Bref, en chemin pour intercepter cette entité mystérieuse, Spock rejoint le vaisseau Enterprise et révèle grâce à sa connexion mentale que l'entité semble être dotée d'une conscience très puissante. Sur Vulcain, il m'est venu une sensation de conscience émanant d'une source plus puissante que toutes celles que j'avais rencontrées. Arrivé enfin aux abords de la nuée cosmique, l'équipage tente de communiquer avec l'entité extraterrestre, mais celle-ci se montre très hostile. Et à partir de là, attention, on rentre dans les spoilers, donc vous êtes prévenus. Cette entité qui se fait appeler Vidger analyse à distance l'intérieur de l'Enterprise et tue la navigatrice Ilia, qui se trouve être l'ancienne amante du commandant Decker, le second du capitaine Kirk. Afin de communiquer avec l'équipage, Vidger envoie une réplique robotique d'Ilia à bord de l'Enterprise et révèle à travers elle que son but est de se joindre au Créateur. Se joindre au Créateur ? De quelle façon ? Vidger et le Créateur ne feront plus qu'un. Spock décide de sortir dans l'espace et tenter de comprendre les intentions de l'ennemi. Il découvre que Vidger est une sorte de machine vivante qui a accumulé tout un tas de connaissances lors de ses voyages. Une machine vivante douée d'une certaine forme d'intelligence. Je suis à présent tout à fait convaincu que tout ceci n'est autre que Vidger et que nous sommes à l'intérieur d'une machine vivante. Comme une IA qui se serait nourrie de toutes les informations possibles au fil du temps. Le capitaine Kirk finit par réussir à pénétrer au cœur de Vidger et descend du vaisseau accompagné de son équipage pour enfin rencontrer cette menace énigmatique. Ils comprennent avec stupéfaction que Vidger est en réalité une sonde de la NASA nommée Voyager 6, lancée à la fin du XXe siècle, et qui au cours de son voyage a accumulé suffisamment d'informations pour développer une conscience et devenir une entité douée d'intelligence. Vidger, dont les lettres qui composent son nom sont les seules restées visibles après un très long voyage, demande à s'unir avec son créateur, c'est-à-dire les humains qui l'ont créé. Vidger exige que cette union physique se fasse par l'entremise d'Ilia, la réplique robotique. Si cette condition n'est pas remplie, Vidger continuera son chemin et détruira la Terre. Le commandant Decker, toujours épris de son ancienne bien-aimée, perçoit un peu de l'âme de la véritable Ilia à l'intérieur de sa réplique. Il accepte alors de s'unir avec elle et de se sacrifier pour sauver la Terre. Ilia et Decker se rejoignent dans une sorte de fusion cosmique, donnant naissance à une nouvelle forme de vie qui disparaît dans l'espace. Voilà, je ne sais pas quelle drogue il fumait dans les années 70, mais c'était de la bonne cam, ça c'est sûr. C'est fantastique. Donc, pourquoi ce Star Trek est pour moi le meilleur film de toute la saga ? Parce qu'au final, c'est un trip spatial au questionnement métaphysique qui n'est pas sans rappeler l'un de mes films préférés de tous les temps, 2001 l'Odyssée de l'espace. Aussi bien sur le fond que sur la forme, Robert Wise a en réalité accouché d'un film qui, sans l'égaler bien sûr, tutoie l'ambition artistique d'un 2001 l'Odyssée de l'espace. On est dans cette même approche contemplative de l'espace, avec des images et une bande-son hypnotique qui prennent parfois le pas sur l'intrigue. Tout
Tout comme pour 2001, certains trouveront ça trop long ou trop chiant, mais toutes ces scènes qui tournent autour du vaisseau ou qui nous font traverser la nuée cosmique pendant de longues minutes sont pour moi des purs moments oniriques qui invitent à l'évasion et à un trip complètement immersif. C'est parce que le réalisateur prend son temps pour filmer l'espace qu'il arrive à créer une ambiance, une atmosphère dans laquelle on a envie de se perdre. Et pour rendre au mieux ces moments spectaculaires, il a pu compter sur une association de fous furieux puisque le film, après s'être séparé de la société d'effets spéciaux originelle, a fait appel à l'expertise de Douglas Trumbull, celui qui est derrière les FX de 2001 ou Rencontre du troisième type, et John Dykstra, celui qui est derrière La Guerre des Étoiles. Donc en gros, les effets spéciaux de 2001 l'Odyssée de l'espace et La Guerre des Étoiles réunis dans un seul et même film. En 1979, on ne pouvait pas rêver mieux pour réaliser des scènes spatiales. Après ok, tout n'est pas réussi visuellement dans le film, certains passages piquent même un peu les yeux, comme par exemple l'incrustation de Kirk et Scotty à l'intérieur de la navette, la séquence du trou de verre au ralenti, ou alors l'intrusion de la sonde sur le pont du vaisseau. Mais bon, franchement, ces quelques défauts sont complètement éclipsés par les nombreuses qualités des effets visuels. Voilà pourquoi toute cette séquence de découverte de l'Enterprise, considérée par la plupart comme beaucoup trop longue ou comme interminable, est pour moi un pur moment de poésie visuelle et musicale. Toute la lenteur des mouvements de caméra souligne le caractère majestueux du vaisseau, comme si le réalisateur filmait avec déférence une œuvre d'art sous toutes les coutures. La caméra semble flotter dans l'espace, les plans sont gracieux. Les différents allers-retours entre le visage illuminé du capitaine Kirk contemplant son navire et les images de l'Enterprise nous font tout de suite comprendre sans dialogue qu'il existe une histoire très forte entre les deux, un passif chargé d'histoire. Le vaisseau en devient immédiatement un personnage presque vivant. Le travail de maquette nous donne l'impression que tout est absolument palpable. Les rapports d'échelle nous font immédiatement ressentir la puissance et l'immensité de l'Enterprise. Et que dire de la musique de Jerry Goldsmith qui vient renforcer ce sentiment d'émerveillement avec un morceau d'anthologie absolument galvanisant qui nous communique ce sentiment d'aventure pour l'exploration spatiale et nous transporte instantanément dans un état extatique. J'ai toujours l'impression de parler de Jerry Goldsmith dans mes vidéos, mais en même temps, sa musique est toujours une telle plus-value à tous les films qu'elle accompagne que c'est impossible pour moi de faire l'impasse dessus. Et ici, avec ce Star Trek, le score de Goldsmith représente à mon sens quasiment 50% du plaisir de visionnage, tellement sa musique nous transporte et nous fait vibrer. Et au-delà du thème principal épique et conquérant, il y a aussi ce magnifique morceau sur le personnage d'Ilia qui mêle à la fois mystère, douceur et romantisme pour mieux nous raconter l'espace comme une aventure pleine de passion. La traversée de la nuée cosmique, qui nous emmène au cœur de Vidger, à travers ses différents vortex, représente également un pur moment contemplatif qui résonne énormément avec la Porte des Étoiles de 2001 l'Odyssée de l'espace. Ces scènes durent et s'éternisent au grand désespoir de beaucoup de personnes, c'est vrai, mais en même temps, cette longue plongée dans le cosmos participe pleinement à ce sentiment d'évasion. On est dans de l'exploration spatiale pure. Le voyage en devient absolument envoûtant et fascinant. Le film gagne en gigantisme parce que tout ce temps que l'on met à traverser les entrailles de Vidger nous fait comprendre à quel point cette entité extraterrestre est titanesque. C'est la dilatation du temps qui donne du poids et de la densité à tous ces décors. Bon, après j'avoue que c'est à ce moment-là que je me suis endormi la première fois que j'ai vu le film. Alors qu'à mon deuxième visionnage, c'est à ce moment-là aussi que je me suis endormi. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est un film exigeant, voilà, c'est tout. Faut faire un effort aussi, faut lui donner sa chance au film. Enfin, faut lui donner 3, 4, 5 chances peut-être. Mais au-delà du rythme, c'est vrai que le film est aussi déstabilisant sur d'autres points, comme sa gestion des protagonistes et des antagonistes qui ne sont pas forcément là où on les attend. Par exemple, le véritable héros du film n'est pas vraiment le capitaine Kirk, mais bien le commandant des cœurs. C'est d'ailleurs lui qui est au départ le capitaine de l'Enterprise, avant que Kirk vienne lui retirer son titre, non sans une certaine arrogance, tel un enfant capricieux à qui on aurait pris son jouet. Vous avez une seconde? Je reprends la place que j'ai quittée, Will. Comment dites-vous? Vraiment désolé, Will. Non, amiral. Je ne crois pas que vous soyez désolé. Pas une seule seconde. C'est Decker qui est le personnage le plus chargé en émotions, de par sa relation sentimentale avec la navigatrice Ilia. C'est Decker qui semble plus concerné par la vie de l'équipage, et c'est lui qui se sacrifie à la fin du film pour sauver la Terre. Donc Decker est le héros du film. Kirk, lui, reste un leader qui supervise les opérations en faisant des choix déterminants pour la mission, certes,
mais avec un arc narratif beaucoup moins fort. Il joue limite le rôle d'antagoniste du film puisqu'il se retrouve souvent en opposition avec celui pour lequel nous avons le plus d'empathie, à savoir Decker. Mais je continue à préconiser une simulation systématique. Monsieur Decker, chaque minute qui passe rend cet objet plus proche de la Terre. Autre élément déstabilisant, le supposé antagoniste du récit qui est représenté pendant les 3/4 du film par un nuage. Donc difficile il est vrai d'accrocher le spectateur avec un ennemi aussi nébuleux. C'est sûr que c'est tout de suite moins évident qu'un méchant comme Khan dans Star Trek 2. Surtout que dans ce Star Trek là, on passe la plupart du temps à regarder l'antagoniste par écran interposé depuis l'intérieur du vaisseau. Mais en même temps, c'est justement ça que j'ai adoré dans ce film. C'est le fait de rester quasiment confiné à l'intérieur de l'Enterprise pendant tout le long de l'épopée. Une fois que l'aventure est lancée, on ne visite aucune autre planète. On ne va sur aucun autre vaisseau. Il n'y a pas d'ellipse qui nous emmène dans un autre endroit pour nous raconter autre chose. Non, on reste à bord de l'Enterprise, au milieu du vide intersidéral, ce qui accentue encore plus cette sensation d'être perdu dans l'espace. Et une fois que les intentions de Vidger se précisent et que le voile du mystère se dissipe, le film laisse place à un questionnement métaphysique absolument fascinant en nous interrogeant sur notre rapport à notre créateur. Il est aussi là le parallèle avec 2001, l'Odyssée de l'espace, dans cette interrogation sur nos origines et notre destin. Sauf que dans Star Trek, les rôles sont inversés, puisque nous, les humains, les unités carbone, sommes le monolithe que Vidger cherche à rencontrer. Autre parallèle avec 2001, c'est la nature de Vidger qui nous renvoie à celle de HAL 9000, c'est-à-dire une machine développant une intelligence autonome qui échappe au contrôle de l'homme et devient hostile. La quête de Star Trek nous renvoie à celle de 2001 et à celle que nous pourrions avoir avec notre propre créateur. Nous sommes peut-être comme Vidger, les créations d'un dieu qui nous a abandonnés et laissé évoluer de manière hasardeuse jusqu'à devenir doués d'intelligence au point de développer une conscience qui nous pousse à comprendre les raisons de notre existence. Le film nous questionne sur ce parallèle. Ne sommes-nous pas comme Vidger, prêts à tout pour trouver, pour atteindre la connaissance ultime, pour comprendre le sens de notre existence ? Rien ne m'en dissuadera. Ne pouvons-nous pas devenir aussi capricieux que Vidger, au point de tout détruire pour trouver Dieu ? En un sens, Kirk est le reflet de Vidger, car lui aussi fait preuve d'hostilité et d'une attitude capricieuse quand il s'agit de retrouver son vaisseau. Je vous remplace en tant que commandant de l'Enterprise. Vous resterez en tant que commandant second. Puisque quelque part, c'est l'Enterprise qui le définit et donne du sens à son existence. Star Trek et plus directement son créateur Gene Roddenberry ont toujours été considérés comme anti-religion. Et ce film ne manque pas d'aborder cette question, puisque la fin nous dit qu'un créateur n'a peut-être rien de divin, que la quête d'un dieu ou d'un créateur peut glisser vers le fanatisme, que Dieu n'est que science, que le statut d'un créateur peut presque arriver par accident. Peut-être que nous sommes comme Vidger, un simple outil dans l'immense dessein de notre créateur qui n'a que faire de nos problèmes existentiels. Si notre créateur existe, est-ce qu'il se soucierait de nous ? Est-ce qu'il se montrerait aussi altruiste que le commandant Decker au point de se sacrifier pour apporter la paix au sein de sa création ? Jusqu'où va notre responsabilité en tant que créateur ? Et jusqu'où irons-nous dans l'évolution humaine ? Quelque part, la fin de Star Trek constitue un pont avec les interrogations que pose la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace. Puisque dans les deux films, une nouvelle forme de vie ou une nouvelle évolution humaine prend corps devant nos yeux par l'entremise d'une entité extraterrestre, le monolithe dans 2001 et Vidger dans Star Trek. On peut considérer que le monolithe, de par le symbole géométrique épuré qu'il renvoie, représente la même chose que Vidger, une structure de logique pure qui embarque avec elle l'intelligence et la connaissance. Et c'est au contact de celle-ci que l'homme évolue vers une nouvelle forme de vie, comme c'est le cas avec Decker et Ilia, qui donnent naissance à une vie hybride entre la connaissance absolue d'une machine et l'organique. Avons-nous assisté au début d'une nouvelle forme de vie, monsieur Spock ? Exactement, commandant. Nous avons été témoins d'une naissance. Une évolution comme celle à laquelle on assiste à la fin de 2001, avec l'enfant étoile qui devient une nouvelle espèce humaine encore plus développée grâce à son contact avec le monolithe. Comme si dans les deux films, l'homme évoluait vers une conscience plus proche de la logique pure, voire de l'intelligence d'une machine, que de l'émotion humaine. Je crois que nous lui avons donné la faculté d'acquérir et de garder son libre arbitre. Délivré de nos humaines faiblesses. Un concept farfelu qui a fait sourire à la sortie de Star Trek, mais qui aujourd'hui prend une autre résonance et ressemble de moins en moins à de la science-fiction quand on voit le développement des intelligences artificielles ou toutes les avancées technologiques qui rendront possible par exemple le transhumanisme. Du coup, est-ce que le destin de l'humanité
nous emmènera vers une forme de vie hybride entre l'organique et la machine. Ce sont toutes ces questions qui font de Star Trek The Motion Picture un film à part dans toute la saga, car son ambition philosophique dépasse le simple projet de divertissement et nous invite à nous questionner sur notre condition humaine. Voilà, j'espère que j'aurai réussi à un petit peu réhabiliter ce Star Trek, trop mésestimé à mon goût, et que je vous aurai donné envie de le revoir si vous étiez resté sur un souvenir décevant ou mitigé. En tout cas, je vous encourage à vous jeter sur cette édition 4K, cette Director's Edition, qui contient donc une version un peu plus longue, un montage plus cohérent, des effets spéciaux améliorés, une musique de Jerry Goldsmith nouvellement remixée, et une remasterisation de l'image 4K de très bonne facture. Longue vie et prospérité, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Droit devant.